Depuis plusieurs années, je constate que la psychanalyse est régulièrement critiquée par des détracteurs qui lui reprochent de ne pas être scientifique. Mais au lieu de donner lieu à un débat intéressant sur la scientificité de la psychanalyse, ces critiques conduisent le plus souvent à couper court à toute discussion. En d'autres termes, ces réfutations constituent des avis catégoriques dont la dimension péremptoire est d'autant plus prégnante qu'ils proviennent le plus souvent de personnes qui n'ont aucune connaissance de l'œuvre de Freud, ni aucune expérience de la psychanalyse. Ça rejoint l'introduction de Sarah ce matin. Mais le comble de ces jugements sans appel, qui condamnent a priori la psychanalyse comme une discipline surannée, c'est qu'ils peuvent aussi émaner de sommités qui se présentent comme les représentants, si ce n'est comme les garants, d'une certaine scientificité. Qu'ils soient médecins, psychiatres, psychologues ou encore neuropsychologues, la dimension arbitraire de ces critiques détonne donc d'autant plus que ces professionnels et universitaires font preuve par ailleurs de rigueur et de probité. Si ce contraste est déconcertant, il n'est pas sans rappeler celui que Freud avait remarqué entre l'intelligence du névrosé obsessionnel et sa tendance à soutenir, avec opiniâtreté, des raisonnements qui font fi de toute logique. Cette articulation peut alors nous amener à nous demander si ces réfutations et ces théorisations qui s'érigent aujourd'hui au nom de la scientificité ne constituent pas des formes voilées d'obsession. En effet, et je vous invite à en faire vous-même l'expérience, quand vous demandez à un détracteur de la psychanalyse de bien vouloir étayer son propos, vous pouvez vous rendre compte que l'argument qui est mis en avant ne peut être contredit et qu'il tend le plus souvent à se répéter en boucle, telle une pensée obsessionnelle. Autrement dit, cette réfutation, présentée comme un argument rationnel et objectif, constituerait au contraire un raisonnement pathologique, hermétique, inaccessible au mouvement dialectique. Aussi, la reconnaissance de ces raisonnements hermétiques s'avère essentielle, car en se parant des insignes de la scientificité, ils induisent une véritable corruption épistémologique. Car quand les critiques sont constructives, en ce qu'elles permettent de rectifier des lectures erronées et de faire ainsi avancer la recherche, les réfutations obtuses s'avèrent au contraire destructives, car elles conduisent ni plus ni moins à rejeter n'importe quelle découverte scientifique. L'histoire regorge d'exemples qui témoignent de cette confusion et la situation actuelle de la psychanalyse à l'université met bien en évidence son actualité. Pour mieux dégager la structure de cette problématique, il est intéressant de constater que ces critiques hermétiques se retrouvent également dans le discours de certains analystes, notamment à l'université. Par exemple, quand une enseignante refuse catégoriquement que ses élèves ne citent Jacques Lacan, quand un directeur de thèse condamne un psychanalyste qui assure la supervision de personnes qui fréquentent son divan, ou quand un analyste rejette comme hérétique le fait qu'un confrère assure des séances aussi le dimanche, nous constatons la multiplicité des formes que prennent ces réfutations péremptoires qui font fi de l'expérience tout en se présentant comme des réfutations scientifiques. Pour éviter au mieux tout risque d'amalgame quant à la compréhension de mon propos, il s'agit ici de bien faire la distinction entre des critiques constructives, nécessaires dans le champ de la recherche, et des jugements péremptoires, sans appel, qui empêchent toute argumentation et toute délibération. En l'occurrence, si la pratique consistant à assurer la supervision et la cure de la même personne mérite d'être critiquée et discutée dans le cadre d'un débat scientifique, la critique catégorique n'appelle, elle, aucune discussion. Elle interdit même la possibilité du débat. Autrement dit, en se confondant avec des réfutations scientifiques, ces jugements obtus produisent une impasse épistémologique en ce qu'ils rendent impossible le débat scientifique au nom même de la scientificité. Cette assimilation entre des jugements hermétiques et des arguments scientifiques se traduit donc par des discussions impossibles, par des débats stériles, ou encore par une censure de certains auteurs et de certaines théories. L'ostracisme pseudo-scientifique qui résulte de cette confusion est similaire à celui qui, au nom de la religion,
condamne comme hérétique toute forme d'opinion qui s'oppose au dogme établi. Nous retrouvons là l'affinité mise en avant par Freud entre la névrose obsessionnelle et les systèmes religieux, à ceci près que nous constatons que ces systèmes dogmatiques s'érigent ici en prenant les apparats de la scientificité. Alors, quand un universitaire condamne la pratique d'un confrère qui reçoit les patients le dimanche, son sectarisme est en tout point similaire à celui des pharisiens qui, à l'époque de Jésus-Christ, refusaient doctrinalement de soigner le jour du Shabbat. Dès lors que nous constatons que les systèmes obsessionnels induisent des fonctionnements absurdes et délétères au nom de la vertu et de la religion, nous remarquons de la même manière qu'en se confondant avec des systèmes théoriques, ils induisent un véritable dévoiement de la recherche scientifique. Et pour cause, en rejetant les faits et les résultats de l'expérience, ces systèmes rigides mènent ni plus ni moins à nier le réel, soit à annuler au nom de la science la fonction même de la science. Ce paradoxe troublant se traduit par de nombreux fonctionnements pathologiques, si bien qu'au-delà de l'obscurantisme pseudo-scientifique qui résulte de ces obsessions voilées, il est possible de remarquer que ces raisonnements hermétiques tentent à diviser et à transformer le champ de la recherche en lieu de culte. En effet, dès lors que la critique constructive et le débat scientifique sont subrepticement remplacés par des réfutations bornées et des idées arrêtées, le fonctionnement obsessionnel aboutit à une formation de compromis symptomatique qui consiste en un évitement systématique de toute critique et de toute contradiction. Chacun sa chapelle, chacun sa paroisse, le rapport au savoir se dissipe au profit du respect de la croyance de chacun, c'est-à-dire finalement au profit d'un rapport consensuel où chacun est libre de choisir sa vérité. Ainsi, en fonction des points de butée sur lesquels reposent ces systèmes fermés, l'évitement de la contradiction conduit à cloisonner le champ de la recherche en une infinité de domaines et de spécialités isolées. Ceci est particulièrement sensible en psychopathologie par exemple, où le champ d'expertise du psychiatre est isolé arbitrairement de celui du psychologue, celui-ci se cloisonnant en spécialités fermées, comme celle du neuropsychologue, du psychologue du travail, du psychologue du développement, du psychologue social, du psychologue clinicien, elle-même compartimentée hermétiquement entre psychologues cognitivistes et psychologues dits d'orientation analytique. La démultiplication sans fin de ces cloisonnements et les querelles dogmatiques qu'ils recouvrent illustrent bien la dimension symptomatique de ces compartimentations. Et de la même manière, nous pouvons constater que cette solution de compromis obsessionnel est tout aussi manifeste dans le champ psychanalytique qui ne cesse depuis Freud de se cliver en une infinité de spécifications. Psychanalyse active, existentielle, familiale, groupale, humaniste, holistique, intégrative, active-intégrative, quantique, transgénérationnelle, psychanalyse uniciste ou encore queer psychanalyse. La liste inépuisable de ces cloisonnements et de ces dominations met bien en abîme le fonctionnement pathologique qui affecte la recherche scientifique. Chacun sa vérité, chacun sa théorie, à défaut de pouvoir s'affiner et s'améliorer dans le rapport à l'expérience, c'est la théorie elle-même qui est disloquée en une infinité de systèmes fermés qui ne peuvent être contredits. Cette dislocation voilée de la théorie est saillante dans le champ de la psychiatrie, tant à travers la démultiplication des techniques dites thérapeutiques qu'à travers la compartimentation des entités nosographiques en une infinité de pseudo-syndromes et de pseudo-maladies. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que cette destruction du savoir s'opère sous couvert de la scientificité et qu'elle induit donc des fonctionnements délétères au nom de la science. Pour se rendre compte des conséquences paradoxales qui résultent de ces obsessions voilées, nous pouvons nous intéresser au fait que cette tendance à cliver et à figer les pans de théorie disloque la théorie psychanalytique en une multitude d'écoles, de courants, d'obédience hermétique.
Qu'elles soient ainsi isolées et étiquetées comme freudiennes, jungiennes, adlériennes, kleiniennes ou lacaniennes, il s'agit alors de remarquer que ces clivages et ces dissensions, sous couvert de la liberté de chacun de choisir sa théorisation, induisent, au nom de la psychanalyse, des fonctionnements délétères, antinomiques de la psychanalyse. En effet, si Freud avait constaté de son vivant l'ampleur de ces dévoiements, Jacques Lacan n'a jamais cessé de mettre en évidence ces distorsions de la théorie comme de la pratique, montrant notamment comment ces systèmes dogmatiques conduisaient à renforcer le moi au lieu de le dégonfler, soit finalement à instituer comme psychanalytiques des systématismes qui entretiennent l'aliénation de l'être aux dépens de la construction de sa subjectivité. Ce paradoxe significatif au sein du champ psychanalytique met bien en lumière que si la contradiction s'avère nécessaire au mouvement scientifique, son évitement en une infinité de théories, de spécialités ou de courants conduit à maintenir et à diffuser, au nom de la science, des systèmes hermétiques erronés. Pour mieux dégager la structure et mesurer l'ampleur du phénomène symptomatique, il est important de constater qu'il dépasse largement le champ de la psychopathologie. Que nous nous intéressions aux travaux du biologiste Richard Lewontin sur l'importance des fausses théories en génétique et en biologie, à ceux du neurobiologiste François Gonon sur la prépondérance des superstitions en médecine, à ceux de la politologue Hannah Arendt sur les raisonnements absurdes en politique, ou encore à ceux du prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz sur les illusions pseudo-scientifiques qui affectent l'économie mondiale, nous pouvons alors remarquer que cette corruption de la scientificité concerne tous les domaines de la recherche scientifique. D'ailleurs, cette prépondérance des systèmes obsessionnels dans le champ de la recherche est d'une telle ampleur que le professeur de médecine John Ioannidis n'hésite pas à soutenir que la plupart des résultats des recherches publiées sont faux. Alors, si cette prédominance des fausses théories a déjà été mise en évidence, nous pouvons nous demander par quel biais autant de superstitions et de raisonnements absurdes réussissent-ils à se confondre avec des théorisations. La clinique psychanalytique permet de dégager la structure de cette mystification et de mettre en lumière la distorsion interprétative sur laquelle reposent ces systèmes fermés. En effet, la découverte freudienne et les apports lacaniens mettent en évidence que la lecture du réel que fait l'être parlant est assujettie à son rapport au langage, et plus précisément à son rapport au signifiant. Aussi, et dans la mesure même où la signification que notre moi confère aux événements est déterminée par l'articulation entre les signifiants, il est possible de conditionner notre réalité en influant sur ces derniers et en créant ainsi des significations illusoires, des significations erronées. Pour illustrer cette capacité à s'endoctriner et à s'illusionner, il suffit de s'intéresser aux techniques d'autosuggestion qui visent à aller mieux en se répétant en boucle des pensées positives. Car s'il est évident qu'il ne suffit pas de seriner à volonté que tout va bien pour que tout aille réellement mieux, il s'agit ici de remarquer comment un certain usage et découpage du signifiant peut induire une signification illusoire. Cette considération dévoile en premier lieu l'imposture sur laquelle reposent les dites thérapies comportementales et cognitives, le coaching, la sophrologie et autres systèmes obsessionnels de suggestion dès lors qu'ils se présentent comme des psychothérapies. Car ce qu'il s'agit de se rendre compte, c'est que ces différents procédés de conditionnement ne permettent aucunement de soigner ce qui fait souffrir le patient, mais au contraire, conditionnent les signifiants pour faire disparaître les symptômes illusoirement. Or, comme une guérison ne saurait se confondre avec une illusion de guérison, il est donc inconcevable de considérer ces techniques de mystification comme de réelles psychothérapies. Aussi, et dans la mesure où ces systèmes obsessionnels sont présentés aujourd'hui comme des modèles de scientificité, leur diffusion mondiale met en abîme que la crise qui affecte la recherche scientifique résulte précisément de cette tendance voilée
à conditionner les signifiants et à tordre la réalité. Car dès lors que nous remarquons que l'apparence d'efficacité de ces techniques repose sur la capacité du moi à s'illusionner, nous constatons par la même occasion que les études dites scientifiques qui promeuvent leur efficacité ont la même structure signifiante que ces mystifications, à savoir qu'elles reposent sur l'isolation d'un ensemble clos de signifiants. Plus précisément, en focalisant l'attention de manière exclusive sur certaines représentations isolées de leur contexte, ces recherches induisent une signification illusoire qui dépendent du découpage signifiant que produit le protocole de recherche. Par exemple, si une étude se focalise exclusivement sur l'effet d'une technique d'autosuggestion sur la dépression, ou si une autre recherche se concentre uniquement sur l'effet d'une molécule sur ce même symptôme, leur dimension exclusive et elliptique induit la signification erronée que le conditionnement ou le médicament soigne la dépression. Mais dès lors que sont considérés les autres facteurs exclus de ces études, comme le fait que le patient développe d'autres symptômes, ou comme le fait que la dépression revient après quelque temps, la signification illusoire qui promeut le traitement comme une thérapeutique efficace se dissipe au profit d'une signification plus juste du même phénomène, à savoir que ces traitements influent le symptôme sans ne jamais le soigner véritablement. Ainsi, en se présentant comme une méthodologie scientifique qui consiste à isoler des éléments tout en excluant le reste, c'est-à-dire à considérer que toute chose est égale par ailleurs, ces découpages hermétiques induisent une véritable corruption de la recherche scientifique. Car inexorablement, quand cette tendance obsessionnelle à l'isolation se confond avec des limitations scientifiques, de la rigueur ou des protocoles de recherche, elle conduit à engendrer, au nom de la science, une infinité de distorsions interprétatives, soit une infinité de fausses compréhensions, de faux résultats et de fausses théories. Des lectures bornées en médecine qui se focalisent exclusivement sur la disparition momentanée de symptômes isolés. Des conceptions biologiques hermétiques qui se concentrent uniquement sur la génétique, tout en excluant le reste. Des lectures sociales totalitaires focalisées uniquement sur la classe sociale, le genre ou la dimension raciale. Ou encore des conceptions économiques ou politiques étriquées qui se concentrent sur des détails tout en excluant l'essentiel. Il s'agit de remarquer que tous ces systèmes se structurent de la même manière que des obsessions, à savoir sur l'isolation d'un ensemble clos de représentations. Alors, quand des scientifiques dévoilent le poids des superstitions dans le champ de la recherche, quand d'autres qualifient de nouvelles religions les fonctionnements pathologiques qui régissent le milieu universitaire, et quand d'autres encore alertent sur l'impact catastrophique de ces mythes pseudo-scientifiques, il semble plus que jamais essentiel de repérer les biais par lesquels le fonctionnement obsessionnel se dissimule et s'institue en se parant des insignes de la scientificité. Je vous remercie.